Bonjour, eh bien voilà, il faut que ça arrive un jour. Voir mes mains, ça peut être, peut-être ça peut être peut-être insuffisant. Les voir bouger les dames, lancer les dés dans les tabliers, c'est une chose, mais maintenant qu'on a fait le tour des jeux de table anciens, heu, il en restera encore, hein, je pense, mais pas beaucoup. Je reviendrai surtout sur le tric-trac. Heu, il est, heu, il est de bon ton, je pense, que je que vous fassiez connaissance, de la personne qui vous parle. Et voilà, donc je suis Philippe Lalanne, et je suis bordelais. Je suis bordelais, et je suis bordelais, de longue date puisque, je suis issu d'une lignée de bordelais, d'avant, 1700, hein, je suis remonté jusqu'à vers le milieu du XVIIe siècle. Et c'est une longue lignée. Bon, mon nom, Lalanne, est un nom du Sud-Ouest, et ce ne sont pas les premiers arrivés à Bordeaux dans cette lignée. Et donc on a traversé tous ces siècles qui ont fait notamment les Chartrons, parce qu'en fait, on est bordelais, mais des Chartrons. Ce qui ne signifie pas que je suis issu d'une famille bourgeoise. Non, loin de là. Loin de loin. Loin de là. Bordeaux n'est plus vraiment ce que c'était. Moi, je suis né dans le début des années 50, et, euh, et j'ai connu autre chose que ce qu'est Bordeaux maintenant, qui est devenu qui c'est très bien, hein, mais c'est devenu une ville musée, puisque le port est éteint, hein, sauf pour montrer des reproductions de bateaux anciens ou quelques, on va dire, paquebots HLM qui viennent. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de port. C'est très bien. C'est très très bien. Le problème, c'est que qu'est-ce que c'est que Bordeaux? Est-ce que c'est un port encore? Pas vraiment. Il y avait le port, on va dire le port maritime, et puis le port fluvial. C'était le pont de pierre qui faisait la limite des deux. Donc il y avait énormément de péniches, donc en amont, et puis énormément de cargos en aval. Et des grues partout, des camions, des trains. De côté des produits chimiques, des usines de produits chimiques. Voilà, je passais les week-ends dans une usine de produits chimiques, hein, la plupart du temps, hein, au moins un week-end sur deux, ou alors quand il y avait des malades dans la famille, eh ben, je quittais pour les Chartrons pour aller à la Bastide, dans une usine où vivaient mes grands-parents. Et ça sentait la soude caustique, les fumées le soir. Quand j'ai vu des trains à vapeur le soir, bon, c'était pour revenir dans l'attraction de mon père. Là, il faisait nuit en hiver, la pluie, parce que Bordeaux était une ville très pluvieuse. Et il était très chaud, très très chaud. C'est plus du tout la même chose, mais le climat a changé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout est propre, toutes les langues sont parlées, euh, du fait du tourisme. Les gens ont des cartes, des plans dans les mains, et ils regardent les façades. Et, mais, et ils regardent leur smartphone. Il y a des troupes de guides qui passent, qui montrent toujours les mêmes choses. Par contre, les Bordelais, où ils sont? Ben, vous n'en verrez pas beaucoup, parce que les gens qui vous diront qu'ils sont Bordelais, ça fait une génération qu'ils sont là, et même pas.
et ils s'en vantent. Bon, ils ont tout appris sur Wikipédia, c'est très bien. Bon, s'il se trouve que sur Wikipédia, notamment sur la colonne des Girondins, eh ben, si vous voulez, je me suis j'ai fait une bonne partie de l'historique en faisant des recherches dans les journaux anciens et autres livres de Gallica pour avoir des bases sérieuses. Après, Wikipédia, chacun rajoute ce qu'il veut dedans, hein. Je ne sais pas où ça en est rendu, hein. Mais la bonne partie de l'historique, c'est moi qui l'ai fait. Bon, si vous voulez, je vous parle tout de suite de Bordeaux parce que, bon, voilà, ben, écoutez, j'ai envie que quelqu'un d'autre qu'un touriste vous parle de la ville. Je vous parle de ma ville. Bon, elle ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Bordeaux? Parce que là, finalement, je vous parle de quoi? Je vous parle de Bordeaux. Bordeaux, c'est quoi? Ben, on va vous dire quoi de Bordeaux? Pas grand-chose, hein. La place de la Bourse, est-ce qu'on va vous parler de quoi? Le miroir d'eau, très bien. Et les chartrons, mythiques. Mais les chartrons, quand j'étais enfant, et même jeune, très jeune, les chartrons, c'était pas ce que c'est. Les chartrons, c'était, c'était pas l'endroit où il fallait mettre les pieds, en tout cas, pas après entre le cours Portal et les quais. Pourquoi? Parce que c'était le port, avec tout ce que ça amène. C'est ça Bordeaux. C'était ça les chartrons. Et quand on parle de la richesse des chartrons, on parle du cours Xavier Arnozan qu'on appelait le pavé des chartrons. Mes parents appelaient toujours le pavé des chartrons d'ailleurs. Et mon père est né en 1913, hein, donc vous voyez, décédé, vous vous en doutez bien. Et bien, et donc vous imaginez mon grand-père, hein, donc 19e siècle. Eh bien, que j'ai connu, pas très longtemps, mais je l'ai connu. Et si vous voulez, les chartrons, c'est pas ce que l'on dit. Aujourd'hui, c'est nettoyé, bien sûr, c'est assaini, c'est très bien. Mais bon, ce sont des boutiques, hein, ce sont des restaurants. Et la richesse, c'était les négociants en vin, mais pas que. Et beaucoup d'échanges avec l'étranger. Pourquoi? Parce que les Chartrons, c'était un faubourg. C'est pas un quartier, c'est un faubourg. Un faux, F-A-U-X, plus loin bourg, B-O-U-R-G. Voilà. C'est un faubourg. Il y avait deux grands faubourgs à Bordeaux. Il y avait le faubourg de Saint-Seurin, plus ancien, mais la base de Bordeaux. C'est là où on trouve notamment les vestiges romains. C'est normal. Ils sont sur une hauteur relative, mais ils sont sur une hauteur, hein. Donc c'est là où s'installaient les premiers habitants, bien entendu. Ils n'allaient pas s'installer là où se trouve le centre de Bordeaux, c'est-à-dire dans les marécages à l'époque. Et d'ailleurs, actuellement, les maisons ont plutôt tendance à s'écrouler, étant donné qu'elles sont bâties sur des pieux en bois et que ces pieux, avec la sécheresse, tant qu'ils étaient dans l'humidité, ils tenaient, mais sans l'humidité, ça s'écroule. Et les Romains donc, ont construit donc, ce fameux port romain à l'embouchure de la Devèze, là où se trouve l'église Saint-Michel, Saint-Pierre, le quartier Saint-Pierre. Mais personnellement, enfin disons, je ne dis pas personnellement, je dis personnellement, pourquoi? Parce que c'est génétique, c'est tout. Tous mes ancêtres sont en moi, bien entendu. Et sans eux, je ne serais pas là. Alors, tout ce qui était des Chartrons, c'était un quartier des étrangers. C'était le quartier des étrangers.
Pourquoi c'était le quartier des étrangers? Les Chartrons étaient le quartier des étrangers parce que entre le faubourg des Chartrons et la ville de Bordeaux intramuros, qui commence donc au cours de l'intendance actuelle et du chapeau rouge, on voit bien, lorsqu'on arrive au Grand Théâtre, on voit bien cette muraille de maisons. Et c'est là où se trouvaient les fossés, des fossés, puis des murs, voilà. Mais aussi se trouvait le château qu'on appelle Trompette, en fait c'était Trompette, et ce qui avait été construit, construit par Charles VII après que les Anglais aient été battus. Donc c'est donc la fin du Moyen Âge. Ça doit être 1452, quelque chose comme ça. Et cette trompette qui était destinée non seulement à arrêter une nouvelle prise de Bordeaux par les Anglais, mais aussi pour éviter les désagréments amenés par les Bordelais, les commerçants bordelais, parce qu'il faut, quand on parle de Bordelais, Bordeaux était toujours une ville de commerçants. Et donc, ils allaient toujours vers les plus intéressés, les plus intéressants au niveau financier pour eux. Pas vraiment de politique là-dedans. Et si les Anglais étaient apportés, bien on prend les Anglais. Hein. Si les Français amènent, on prendra les Français. Puis on pourra faire autre chose. Voilà, c'était ça plutôt. Mais une fois que le château Trompette, on va dire, donc, a été installé, pas tout à fait là où sur les quinconces, comme on dit, se trouvait sur les quinconces, le deuxième château Trompette s'est trouvé sur les quinconces. Et un peu plus tard, donc. Eh bien, il a constitué une espèce de blocage pour le faubourg des Chartrons, qui ne pouvait plus communiquer avec le centre-ville. D'ailleurs, on dit toujours qu'on va en ville. On disait où est-ce que tu vas? Ben, je vais en ville. Voilà. C'était comme ça. Parce qu'il faut traverser, maintenant c'est les quinconces qu'on traverse pour y aller, mais bon voilà. C'est un quartier, on dit maintenant, mais c'est un faubourg à part. Isolé. Isolé et qui était habité par les étrangers parce que des navires étrangers n'étaient pas autorisés à aller au-devant du château Trompette et de la ville de Bordeaux. Et donc, ils s'arrêtaient avant et ils ont construit, en quelque sorte, ils ont développé, les étrangers ont développé, alors souvent des Hollandais, hein, voilà, ont développé le faubourg des Chartrons. Et donc, dans les années 1600, 1700, il y a un grand développement qui a eu lieu, notamment autour du vin, bien entendu. Ce que l'on sait moins, c'est que un grand nombre d'étrangers qui se sont installés, c'est pas les Anglais, on parle toujours des Anglais. Les Anglais, c'est la guerre de 100 ans. Après, ils sont partis. Hein. Bon, donc c'était plutôt du côté de la. Comment on appelle ça côté de la Hollande, vous voyez, le Danemark, tout l'Allemagne, voilà, la Hanse, voilà. Donc c'était des échanges commerciaux. Ça venait le fromage, ça repartait avec du vin. Mais ce qu'on sait moins, donc, c'est que il y a eu énormément, enfin, un grand nombre d'Allemands, Allemands et aussi Suisses alémaniques, qui ont émigré, on peut dire, soit temporairement, soit définitivement à Bordeaux.
et on retrouve beaucoup de noms d'origine allemande. Je suis moi-même un descendant d'un de ces Allemands, qui s'appelait Graner. Et il était de Fribourg-en-Brisgau, donc Bade-Württemberg. Et voilà, il s'est marié sous Louis XV avec une bordelaise qui s'appelait Jourde, elle-même issue d'un père du Cantal et d'une mère bordelaise, qui elle était issue de deux parents bordelais. Mais avant que les premiers ancêtres s'installent au Chartrons, ils étaient installés à Saint-Seurin, le deuxième faubourg. Ce sont deux faubourgs très importants dans le sens, un était tourné vers la terre, celui de Saint-Seurin, et l'autre était tourné vers la mer, celui des Chartrons. Entre les deux, il y avait des mauvais terrains et aussi des zones un peu marécageuses qui rendaient difficile quand même le passage du faubourg Saint-Seurin au faubourg des Chartrons. Et comme on l'a vu, les bourreaux des Chartrons, pour communiquer avec la ville de Bordeaux, avaient aussi de très grandes difficultés à cause du château Trompette. Ils ont bien demandé, les Chartronnais, à avoir un passage le long des quais, mais ça ne s'est pas fait. Le long des quais, c'est-à-dire le long entre on va dire, il n'y a pas de quai tellement, entre la rive de la Garonne et le château Trompette. Et ça ne s'est pas fait. Donc ils avaient des moments de passage, des heures de passage à travers le château Trompette pour aller se rendre dans la ville de Bordeaux. Et pourquoi allaient-ils dans la ville de Bordeaux? Eh bien, ils allaient dans la ville de Bordeaux parce que il n'y avait pas de paroisse attitrée aux Chartrons et pas une église comme aujourd'hui. Bon, c'est l'église Saint-Louis, l'église des Chartrons, l'église principale, mais elle ne date que du XIXe siècle. Donc jusqu'à 1792, il n'y avait aucune église paroissiale. Et l'église paroissiale, elle se trouvait dans Bordeaux, intramuros. C'est l'église Saint-Rémy. Alors l'église Saint-Rémy, elle existe toujours, mais en 1792, elle a été désacralisée. Alors que l'église Saint-Pierre est restée active. Elles sont très proches l'une de l'autre. L'église Saint-Rémy est un peu en hauteur. Elle est dans les petites rues. Elle était très proche de la muraille. De la muraille, donc nord de la ville. Il fallait donc lorsqu'un Chartronnais naissait, il fallait qu'il se déplace, les parents amènent l'enfant, le père, il fallait, quelqu'un d'autre, en tout cas, il fallait amener l'enfant à l'église Saint-Rémy pour qu'il soit baptisé, normalement. Eh bien non, c'était même pas ça, figurez-vous. Puisqu'on se dit, église paroissiale, donc on va dire, c'est baptême, mariage, obsèque. Et non. La particularité des Chartrons, c'est qu'en fait, quoique l'église paroissiale se trouvait dans Bordeaux intramuros à Saint-Rémy, l'église Saint-Rémy, qui n'est pas si petite que l'on peut le croire, c'est à l'extérieur, quand on la voit, on dirait qu'elle est petite, mais entrez à l'intérieur si vous y allez, parce qu'actuellement c'est une salle d'exposition pour des artistes, des photographes, peintres, etc. Et vous verrez que c'est une église à deux nefs, assez imposante. Et bien. Alors où est-ce que les baptêmes avaient lieu? Les baptêmes, ils avaient lieu
ils avaient lieu au faubourg, à l'autre grand faubourg, au faubourg Saint-Seurin. Donc il fallait aller à la basilique pour faire baptiser les enfants. Donc je vous laisse imaginer le chemin, le jardin public n'existait pas. Donc il fallait traverser sûrement par des chemins, etc. Bon, je ne sais pas trop comment il se dirigeait vers Saint-Seurin, mais il fallait y aller. Et donc le baptême était fait là-bas, et quant au mariage, il était fait à Saint-Rémy, et quant aux enterrements, ils étaient faits aussi dans le cimetière Intramuros à Saint-Rémy. Sauf pour les étrangers, qui avaient un cimetière des étrangers dans les Chartrons. Voilà, c'était comme ça. Donc, entre le faubourg Saint-Seurin et le faubourg des Chartrons, il y avait une connexion obligatoire. Et les premiers habitants de Bordeaux, de mes ancêtres, que j'ai retrouvés, peut-être avant, eh bien, ils habitaient d'abord au quartier, on va dire, au faubourg de Saint-Seurin. Voilà. Ils habitaient au faubourg Saint-Seurin, divers métiers, couvreurs, des choses comme ça. Voilà. Et puis, ensuite, ben, ils se mariaient et ils se sont dirigés sur les Chartrons lorsque les Chartrons se sont développés. Et les Chartrons, donc, ont pris de l'extension. Et c'est comme ça que notre lignée ma lignée s'est établie. Ce sont surtout des Bordelaises, on va dire depuis 1700, début des années 1700, jusqu'à l'époque napoléonienne. C'est une lignée de Bordelaises. Autrement, les gens venaient du Cantal et d'Allemagne. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on peut me dire, ben oui, mais bon, d'accord, vous avez une origine allemande, et c'est sympathique, mais ça repose, ça a peu d'intérêt, c'est très loin. Mais oui, c'est très loin. Alors, c'est très loin dans le temps. C'est très loin dans le temps, et ben, qu'il soit mort, je crois que c'est la première année de l'Empire napoléonien. Et il est mort où? Ben, il est mort dans la rue où je suis né. Donc en fait, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. C'est comme un village, vous voyez? Il était du même village. Alors, c'est pas comme s'il était en Allemagne. Non, pas du tout. Voilà. Et il a eu d'autres enfants. Et bien entendu, moi je suis issu d'une fille. Voilà. Lui, il était tonnelier dans cette rue. Bah, c'était la rue qui s'appelait la rue du Marais. Elle aboutissait sur le Marais. Actuellement, ce fameux Marais est occupé par le Grand Parc. Et, et plus tard, la rue s'est appelée la rue Ducos. Donc moi, je suis né rue Ducos. C'est la même rue. Et à côté du tonnelier, il y avait un bourlier. Voilà. Appelé Philippe, comme moi. C'est le seul de toute la lignée qui s'appelait Philippe. Et, et lui, il était originaire des Charentes, au-dessus d'Angoulême. Et il était bourrelier. Et donc, c'est lui qui s'est marié avec la fille Graner. Donc, ce sont mes ancêtres. Voilà. Et puis, en 2 générations, les Lalanne sont arrivés de Nérac, et puis voilà. C'est comme ça se fait toute une histoire. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais
Parce que bon, souvent on dit oui, je suis d'ici, ok, d'accord, mais attention, hein, parce que si on cherche, bah voilà. Moi, je suis de l'Ariège, je vais vous dire, hein, plus récemment, de l'Ariège. Je suis aussi du Cantal, de deux endroits du Cantal, du côté d'Aurillac, du côté de Morse, Morse-la-Jolie, pas loin du Lot, et puis de Figeac, et puis aussi ben, de Cahors, de toute la région de Cahors, mais aussi de la région de Tulle, et puis aussi sur la Dordogne, voilà. Mais aussi sur Limoges, tout l'ouest de Limoges, et Limoges centre, et aussi du pays de Poulidor. de, et là, je suis remonté jusqu'à Henri IV, hein, de Saint-Léonard de Noblat. Saint-Léonard de Noblat, très intéressant, puisque c'est une ville qui était spécialisée dans la fabrique du papier, hein. Voilà, le papier qui faisait nos livres. Les livres de l'époque, hein, 18e et avant. Puisqu'il y avait beaucoup de moulins sur la Vienne, hein. Voilà. Il y en a un qui a été remis en fonctionnement dans un but de musée touristique. Voilà. Donc, vous voyez que les origines, ça peut être très varié. Lorsqu'on habite dans un port, puisque c'était un port, donc qui dit port dit porte, donc je pense qu'en fait ce qui se passait, c'était que dans toutes ces régions où souvent c'était le monde paysan, bien entendu, avec des familles un peu nombreuses, ben, les derniers, les plus jeunes, ils restaient pas. Ils partaient, hein, bien sûr. Il n'y avait rien. Il y avait le roi d'aînesse, puis après les autres, ils avaient les miettes, hein. Bon, donc ils partaient pour faire leur vie, et puis bon, quoi de plus naturel pour quelqu'un de petit peu qui en veut, quoi, on dira, d'aller vers une ville comme Bordeaux, qui pouvait leur donner du travail et peut-être même de possibilités d'embarquer pour partir dans les colonies. Mais bon, peut-être avait-il l'idée de venir pour les colonies, mais trouvait à se marier et il restait. Il restait sur place. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, quand les Ladanes sont arrivés, juste le père, la mère, un fils. Ce fils a eu des enfants, et puis voilà, c'était le grand-père, mon grand-père. Voilà. Vous voyez, on remonte très vite parce qu'il y avait il y avait euh, un temps assez long entre deux générations. Vous pouvez avoir 40 ans. Vous voyez. Donc on remontait très vite, très loin. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un Bordelais. C'est, C'était un mélange de tout ce qui venait, de tout ce qui venait à Bordeaux pour construire, pour se construire. C'était comme ça. Aujourd'hui, je suis le dernier. Et même les granères, tous les enfants granères, puisque j'ai retracé, au cours du 19e siècle, ils sont déplacés intelligemment vers les nouveaux quartiers, toujours les nouveaux quartiers, en se dirigeant donc vers les boulevards actuels. Euh, et puis ils sont partis sur Arcachon. Non, il y en a qui sont partis sur Arcachon, acheter des hôtels. Et puis ensuite construire faire construire le grand hôtel
Salis de Béarn qui était à la mode, fin du 19e siècle. Donc c'était un descendant granaire aussi, qui a fait une grosse réussite. Et très importante à Salis de Béarn, mais Salis de Béarn ensuite a été supplanté par Biarritz, et tout est un peu tombé. Voilà. Donc pour en revenir aux Allemands, pourquoi n'en parle-t-on pas de l'émigration, des apports, je dirais, allemands à Bordeaux? Eh bien, au XVIIIe siècle, ça ne posait pas de problème. Mais au XIXe siècle, notamment avec la guerre de 1870, pensez-vous qu'il était bon de faire valoir ses origines allemandes? Bon, je ne pense pas. 14-18, encore moins. 39-45, n'en parlons même pas. Autrement dit, toute cette émigration allemande est tombée sous les noirs à cause de ces conflits, et encore plus précisément du dernier. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et donc, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Je l'ai redécouvert moi-même, c'est tout. Peut-être que mon père le savait, c'est probable. Mon père, mon grand-père, c'est sûr. Mais bon, ça ne se... il valait mieux pas me parler. Voilà. Et dans le quartier, on avait quand même des Thaler, des Kaiser, des Schneider, il y avait, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis Tobler, chocolat Tobler. Voilà. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Et, mais on parle de hollandais, on parle d'anglais, et on oublie. On oublie les origines. D'ailleurs, il y avait beaucoup de protestants au Chartrons. Il s'est trouvé une église luthérienne, et puis aussi un temple qui a été construit, mais plutôt huguenot, on va dire. Donc, mais bon, il était ces temples partagés. Il y avait aussi des anglicans. Ça faisait quand même des conflits entre les catholiques et puis les protestants. De mon côté, j'étais catholique. Et voilà ce que c'était que les Chartrons. Et puis les francs-maçons. Dans la rue à côté de la rue du Caux, la rue Frère, bon, il y a une maison encore avec les emblèmes des francs-maçons. Voilà. Des quartiers, hein, c'était des quartiers très vivants. Hein. Aujourd'hui, vous avez toujours le quartier autour du marché des Chartrons qui est vivant. Et vivant pas parce que ça travaille au sens où on tape avec un marteau sur quelque chose. Hein. Non, c'est parce que on sert des biens, on fait des happy hours, voilà. Et puis on bavarde. C'est bien, c'est joyeux, les bières coûtent cher, c'est très bien. À un moment donné, c'était les antiquaires, voilà. Mais ça c'est pareil, les antiquaires, ils n'ont pas toujours été là. Hein. Après, quand ils ont été là, ils ont profité d'une période faste où certains se sont enrichis, mais après c'est retombé. Et aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Voilà, je voulais vous parler des Chartrons, et c'est ce que je viens de faire. Le désenclavement des Chartrons, c'est Tourny qui l'a fait. En construisant les cours, les cours
actuellement, qu'on appelle actuellement le cours de Verdun et le cours Portal, hein. C'est plutôt le cours du Jardin Royal et le cours Saint-André, euh, qui ensuite se prolongeait vers le chemin de la Barde, tout ça, destiné à embarquer sur des bateaux pour pouvoir traverser et rejoindre Blaye. Il n'y avait pas de pont, hein, avant. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été terminé, le pont de Pierre. En tout cas, c'est pas Napoléon Ier, c'est Napoléon Ier qui voulait le faire construire, mais il a été construit plus tard, peut-être sous Louis-Philippe. Mais il n'y avait rien d'autre, hein, pour traverser. Donc, l'accès pour aller à Paris, ben, c'était plutôt d'aller embarquer un peu plus haut que les Chartrons, les Bacalan. Enfin, je pourrais vous parler sans fin de Bordeaux. Personnellement, je n'ai plus grand plaisir à aller dans les rues. C'est plus tellement, c'est plus mon monde. Voilà. Et puis voilà, puis je vais en rester là. Pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous parler de cette ville. Peut-être que vous avez connu des mêmes choses dans d'autres. Aujourd'hui, il y a une uniformisation complète, totale. Alors, bien sûr, nous sommes tous citoyens de l'Europe, bien entendu, hein, c'est très bien. C'est très bien. Mais la diversité a disparu. Tout le monde doit être pareil. Il n'y a plus de diversité. Alors, j'ai les jeux. J'ai les jeux anciens, j'ai les livres anciens, puis je vois comment les gens vivaient avant, et je revis avec eux, sous d'autres manières. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au bout du jour, hein, loin de là. Mais quand je suis dans les jeux, quand je reconstitue un jeu, je cherche à reconstituer un jeu, je vais chercher à trouver la vérité de l'époque. Et pourquoi je vais chercher? Parce que mon but, ben, c'est un but, c'est pas forcément conscient, mais c'est de, je cherche à, si vous voulez, si j'étais transposé dans cette époque-là, je pourrais entrer dans une salle, ne pas être gêné, m'asseoir à une table et commencer une partie de tric-trac. J'ai tout le vocabulaire, j'ai tout ce qu'il faut. Personne, on dirait, tiens, il n'est pas tout à fait ici celui-là, mais c'est pas choquant. Voilà, en gros, c'est ça. Et pareil pour les jeux de cartes, etc. C'est ça, c'est surtout ça. C'est ça que je recherche. Et puis je m'aperçois que quand je lis les auteurs anciens, ben, souvent sur les règles de jeu, puisque le jeu, quand même, c'était le lien social, hein. C'était un des liens sociaux les plus importants. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je lis? Ben, je lis des choses très modernes, quoi. Il n'y a pas de différence avec nous. C'est pas parce qu'on a l'électricité, le gaz, qui nous coûte une fortune, et puis qu'on a les moyens de communication actuels qui finalement ne datent pas de si longtemps que ça, puisque Internet, j'y ai participé, puisque j'étais électronicien. Et Internet, on va dire, c'est au début des années 2000, vraiment, que ça a commencé vraiment à démarrer. Donc, mais aujourd'hui, il y a des premières générations qui n'ont connu que cette partie-là. Et à qui, à mon avis, c'est impensable. Impensable. On ne peut pas imaginer comment on vivait avant Internet, avant la téléphonie mobile. On ne peut pas. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des coupures d'électricité, des coupures d'énergie,
total. Et alors là, les gens seraient obligés de revenir aux fondamentaux. Mais non, aujourd'hui, on juge les anciens, on juge le 19e, le 18e, comme si ils avaient appuyé sur un bouton pour éclairer chez eux, comme s'ils avaient du chauffage partout, comme si l'eau coulait au robinet alors qu'il fallait aller la chercher. Et on ne comprend pas l'égalité de l'homme et de la femme. Ben oui, mais à cette époque-là, euh, il y avait pas peut-être qu'il n'y avait peut-être pas d'égalité, mais il y avait une complémentarité obligatoire. Obligatoire. Les tâches devaient bien être euh, portées sur l'un et sur l'autre. C'est une évidence. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Et puis là, il y avait aussi le fait qu'on pouvait vivre moins longtemps, on vivait moins longtemps. Alors, bon, beaucoup de mortalité infantile, mais on peut dire aussi que si je fais moi une moyenne, on va dire, des décès chez tous ceux qui ont eu des enfants, donc tous mes ancêtres, on va dire, hein, bon, on va tourner autour de 60 ans, les décès. Vous voyez, il y a eu quelques exceptions, comme Graner, l'Allemand, qui est décédé à 80 ans. C'était très très vieux. Et il devait travailler jusqu'au bout. Hein. Non, on peut pas comparer, on peut pas juger cette époque-là. Moi, je dis une chose, c'est que les gens qui ont tendance à vouloir condamner, refaire l'histoire, s'ils veulent la refaire, il faut qu'ils aillent se trouver dans une situation identique. Donc il faut déjà qu'ils aillent s'habiller avec des vêtements qui prennent la flotte, des chaussures pourries, pas de quoi se laver, qu'ils aillent dans la boue, la chaleur, qu'ils aillent se chercher l'eau là où elle se trouve, même si elle est pourrie, puisque de toute façon ils n'auront rien pour l'assainir, qu'ils aillent dans le froid partout, et puis dans les moyens de transport, avec aussi du brigandage, vous savez, hein, les bandits de grand chemin, et, euh, et puis qu'il va falloir se débrouiller là, il va falloir se débrouiller, il va falloir vivre. Et là, on va refaire l'histoire. On va refaire l'histoire. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'il faut écrire l'histoire. C'est pas dans, c'est pas, c'est pas assis comme moi là dans un fauteuil, bien chauffé, même refroidi l'été. Si, c'est pas mon cas. Mais bon, dans le grand confort, avec les facilités de transport et tout, que l'on peut juger les gens qui vivaient dans des difficultés pas possibles. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc on évite de juger et on accepte les choses telles qu'elles étaient. Et on s'occupe de nos affaires. Et puis c'est tout. C'est ça l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'histoire des jeux. Et comme l'histoire des jeux, c'est aussi l'histoire des gens, eh bien, je m'intéresse aussi à l'histoire, et puis à la géographie, et puis à tout le reste. Et puis c'est aussi les mathématiques, les jeux, donc je m'intéresse aussi aux mathématiques, mais ça c'était plus de mon côté au départ. Voilà. Bon, ben j'ai été bien long, mais puis je vais dire que je vais, euh, je vais en rester là si vous avez réussi à m'écouter jusqu'au bout. Et là je suis parti, vous voyez, je discute comme ça, puis c'est tout. Hein. Après vous, les gens font ce qu'ils veulent, hein, ils coupent. Ou ils écoutent jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que quelqu'un peut dire. Voilà. C'est comme le grand-père là qui est assis et qui racontait à ses petits-enfants qui s'endorment. Allez, allez, bon, j'arrête. Et puis je vous dis à bientôt devant le tablier cette fois.
Au revoir.